Hausse des prix en janvier, plus 0,9%, hausse du chômage, plus 1,5%, deux mauvais indices et révision par le gouvernement des prévisions économiques pour 87. À Beyrouth, 23 miliciens pro-iraniens tués par une patrouille syrienne. Il y a 7000 soldats de Damas dans la capitale libanaise. En direct, dans cette édition, les réflexions du ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Bernard Raymond. Inculpation après le délai légal de garde à vue des 4 chefs d'action directe. Le propriétaire de la ferme où il résidait évoque pour Antenne 2 la possibilité d'une 5e personne. Aujourd'hui, mercredi 25 février 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir, c'est à Jérusalem, dans la salle spécialement aménagée pour juger Ivan Demaniuk. La justice israélienne affirme qu'il est bien le gardien bourreau de Treblinka, responsable de la mort de milliers d'hommes et de femmes. L'accusé, son avocat américain, le conteste systématiquement. Mais aujourd'hui, et pour la deuxième fois, un survivant du camp de Treblinka est venu témoigner face à Ivan Demaniuk et reconnaître son tortionnaire. La scène, enregistrée par la télévision israélienne, n'était plus simplement celle d'un tribunal, mais un moment dramatique pour la mémoire des peuples. Un décor de théâtre pour une vraie tragédie. Good morning, please be seated. Eliaou Rosenberg, survivant de Treblinka, témoigne. Ce que j'entendais derrière les volets, les coups, les hurlements, c'était horrible. Horrible. Et il y avait aussi les gémissements, les prières. Dieu d'Israël, sauvez-nous. Et encore gloire à Israël. J'ai entendu cela pendant un quart d'heure, 20 minutes. Après cela, tout est devenu étrangement silencieux. Après, j'ai entendu des grognements, des halètements, dans la masse des corps étendus. Et puis, le calme. Et là, j'ai vu surgir 2 grands gaillards. Ils tentaient désespérément de se frayer un passage au milieu des cadavres, en quête d'un peu d'air, au-dessus de la tête des autres, pour respirer. L'avocat général prie alors le témoin de regarder soigneusement l'accusé. L'avocat du témoin demande que l'accusé ôte ses lunettes. The accused may be seated, says the bench. Bench. Mr. Rosenberg? Le témoin ôte les siennes, comme s'il voulait lui aussi être reconnu. Just a moment, Mr. Rosenberg. En quelques pas, il lui faut remonter 43 ans dans son passé. Cet homme, en face de lui, qui va tendre la main, est-il bien Ivan le Terrible, le bourreau de Treblinka? La réponse est sans appel. Mr. Rosenberg? Ce cri, aucun témoin de la scène n'a compris sa signification. Un seul peut-être pouvait comprendre, Demaniuk, si c'est bien lui. Eliaou Rosenberg en est certain. Il a tout juste la force de le dire. C'était aujourd'hui, à Jérusalem. Deux mauvais indices, deux mauvais résultats annoncés par le gouvernement. L'un concerne la hausse des prix à la consommation pour le mois de janvier, aux alentours de 0,8 à 0,9%. C'est le plus mauvais résultat depuis juillet 83. Cet indice n'est pas bon, disait le porte-parole du gouvernement, Alain Juppé, et cela oblige à réviser à la hausse les prévisions d'inflation pour 87. Et puis pour ce même mois de janvier, hausse du chômage, il y a 2 612 500 demandeurs d'emploi recensés, soit une augmentation de 38 400 chômeurs depuis décembre. Ces indices viennent conforter la note de conjoncture de l'INSEE, plutôt pessimiste pour le premier semestre. Gérard Leclerc. L'inflation à la hausse en début d'année devrait se calmer au second semestre. C'est le pari d'Édouard Balladur qui recoupe les prévisions de l'INSEE.
Après le pic de janvier dû au pétrole, au froid, aux grèves et aux libérations de prix, l'inflation reviendrait à des taux plus normaux, 2,5% sur l'année, soit un demi-point de plus que les prévisions initiales. À la hausse également le chômage, 38 000 demandeurs d'emploi en plus en janvier. Le plan jeune s'essouffle et les mesures en préparation pour les chômeurs longue durée ou l'apprentissage ne suffiront pas. Des experts envisagent 2 800 000 chômeurs en décembre. Croissance molle au premier semestre et plus active au second. Les entreprises doivent d'abord résorber leur stock accumulé depuis l'été dernier. Au total, le taux de croissance pour 87 est revu en baisse, plutôt 2% que les 2,8 escomptés. L'investissement en reprise, 4% en volume, c'est la conséquence de l'amélioration des résultats des entreprises. Enfin, le commerce extérieur voisin de l'équilibre au premier semestre. Les exportations devraient bénéficier des derniers réaménagements monétaires, mais note l'INSEE, comme pour l'investissement, cela dépendra beaucoup de la combativité des entreprises françaises. Le ministre de l'économie, Édouard Balladur, a donc modifié ses prévisions pour l'inflation de l'année en cours, mais pas question de changer la politique économique. Priorité toujours au combat contre l'inflation. Je rappelle que tous les facteurs qui jouent en faveur de la baisse de l'inflation dans notre pays continuent à être en œuvre, c'est-à-dire la réduction des déficits, une politique monétaire sage, une évolution modérée des rémunérations publiques et privées. C'est grâce à cette politique que l'on peut espérer que la lutte contre l'inflation, qui est un objectif prioritaire, car l'inflation détruit les emplois et la baisse de l'inflation permet de créer des emplois. Eh bien, grâce à cette lutte contre l'inflation, je pense que notre économie va pouvoir poursuivre sa marche en avant. Pour le Parti socialiste, c'est le plus grave échec du gouvernement sur le plan économique. Et le porte-parole du PS, Jean-Jacques Kerran, dénonce le laxisme idéologique de M. Balladur. Dans quelques minutes après cette édition, ce sera l'heure de vérité pour Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste. Monsieur Marchais, bonsoir. Bonsoir. Votre réaction sur ce mauvais indice, pensez-vous qu'il faut malgré tout maintenir toujours le combat contre l'inflation, comme dit M. Balladur? Non, certainement pas, il ne faut pas poursuivre cette politique. Je fais observer d'abord que tous les indices sont mauvais. L'indice des prix, la balance du commerce extérieur et l'emploi. Il ne peut pas en être autrement, c'est la conséquence de la politique qui est poursuivie par le gouvernement Chirac et qui avait été engagée précédemment en 1982 par Pierre Mauroy. Il ne peut pas en être autrement, j'insiste là-dessus, mais je crois que tout à l'heure on va pouvoir en discuter. C'est bien cela, Monsieur Marchais, on vous retrouve après le journal dans quelques minutes pour l'heure de vérité. Si vous voulez poser des questions à Monsieur Marchais, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de SVP Paris, 47 87 11 11 16 1 si vous habitez la province. Jean-Louis Le Senne répercutera vos questions au secrétaire général du Parti communiste. Réaction syndicale au mauvais indice. Pour la CFDT, l'inflation dépassera les 3% en 87. M. Edmond Maire sera reçu demain par M. Chirac. Pour la CGT, les chiffres apportent une vérité. Les salaires ne sont pas responsables de l'inflation car ils sont bloqués et l'inflation continue. André Bergeron, pour Force ouvrière, il faut revoir les promesses faites aux fonctionnaires. On se rendra compte que nous n'avions pas tort en demandant des clauses de sauvegarde dans les accords salariaux. Quand on négocie un accord de salaire applicable sur une année, si l'inflation ne dépasse pas ce qu'on a prévu, ça n'est pas indispensable. Mais si l'inflation est plus forte, ce qui est le cas, il faut bien obtenir la différence, puisque le gouvernement nous a répété hier vouloir maintenir le pouvoir d'achat global. L'inflation étant plus forte, les syndicats demandent des garanties. Il n'y a rien de scandaleux à cela. Oui, j'ajoute la réaction de la Fédération de l'Éducation nationale, la FEN, qui rejoint ainsi André Bergeron et qui demande désormais une clause de sauvegarde en béton armé pour les fonctionnaires. Enfin, celle du CNPF, pour qui une période d'ajustement n'est pas illogique, car les chefs d'entreprise viennent tout juste de renouer avec la liberté. Alors Philippe Sessier, tout le monde le dit, c'est un mauvais indice, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mauvais indice?
Si je vous disais que c'était un bon indice, vous ne me croiriez pas. Surpris, oui. Soyez surpris. Bon, qu'est-ce que l'on peut dire? D'abord qu'un peu partout, y compris dans la vertueuse Allemagne, eh bien l'indice des prix de janvier a été moins bon que les précédents. Mais c'est vrai qu'en France, nous nous distinguons. La raison, en 1986, le triple baisse du pétrole, des matières premières, du dollar, a produit une cuvée d'indices exceptionnels. En 87, on ne peut plus compter sur le pétrole. Cependant, la plupart des experts estiment qu'il n'y a pas reprise de l'inflation et qu'après ce résultat spectaculairement mauvais, les prix à partir du printemps vont de nouveau refluer. L'important, disent-ils, c'est de surveiller les coûts de production, c'est-à-dire les prix des objets qui sortent de nos usines, et ceux-ci, depuis un an, sont parfaitement stables. La deuxième révision à laquelle M. Balladur a procédé ce matin concerne la croissance économique qui permet de mesurer l'enrichissement annuel de la France et qui sera moins vif que prévu cette année. C'est là peut-être le véritable sujet de préoccupation du gouvernement. Pour l'instant, M. Balladur exclut toute relance de l'économie tout en admettant qu'il y a un débat. Mais il a annoncé que 7 milliards de francs d'économie seraient demandés aux différents ministres pour être mis, ces 7 milliards notamment, au service de l'emploi. En résumé, on peut dire que l'INSEE et d'autres observateurs pensent qu'après ce coup de froid, l'économie française pourrait se réchauffer grâce notamment aux investissements des entreprises. Il y a des raisons d'espérer un deuxième semestre meilleur que le premier, des raisons aussi pour Jacques Chirac de garder un œil sur la conjoncture. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, a évoqué ce matin les propositions de prix de la Commission européenne pour la campagne 87-88. Le président de la FNSEA, M. Lacombe, estime que ces propositions sont, je cite, presque un suicide pour l'agriculture française. Le président Mitterrand était aujourd'hui en séjour privé à Rome, mais le chef de l'État a cependant été reçu par le président italien Francesco Cossiga et par le Premier ministre Bettino Craxi. Avant de quitter Paris pour la capitale italienne, M. Mitterrand était intervenu au cours du Conseil des ministres pour constater que l'accord sur les monnaies marquait une étape importante après la réunion de dimanche avec les représentants des 6 pays les plus riches. Mais pour M. Mitterrand, l'Italie, comme le Canada, doivent automatiquement prendre part aux délibérations. On se souvient que l'Italie avait refusé de participer à la réunion de dimanche en dénonçant une pré-réunion en son absence le samedi. Au Liban, une charge de forte puissance a explosé près de la route de l'aéroport de Beyrouth où les troupes syriennes sont déployées depuis dimanche. L'ordre syrien règne dans la capitale libanaise. Exemple sanglant de cet ordre syrien, 23 miliciens pro-iraniens du Hezbollah ont été tués par une patrouille des soldats de Damas. Commentaire Jean-Marc Ilouz. Et la banlieue chiite enterre encore une fois ses morts. Mais cette fois, ceux qui sont tombés hier appartenaient au parti de Dieu, le Hezbollah pro-iranien. 23 martyrs massacrés de sang-froid par l'armée syrienne accusent le Hezbollah. Faux, disent les Syriens, nous n'avons fait que riposter à l'attaque de l'une de nos patrouilles. Entrée dans Beyrouth-Ouest voilà 4 jours, l'armée syrienne avait réussi, sans trop de dégâts, à faire cesser les affrontements sanglants entre milices musulmanes. Mais l'incident d'hier est grave, car il illustre de manière spectaculaire la rivalité grandissante au Liban de 2 pays pourtant alliés dans la guerre du Golfe, la Syrie et l'Iran. Damas s'appuie sur Amal, la milice majoritaire chez les chiites, Téhéran, sur les extrémistes religieux minoritaires des Hezbollah. Il n'y a pas si longtemps, c'est la Syrie qui avait ouvert les portes du Liban aux extrémistes iraniens. À l'époque, elle entendait lutter contre les forces occidentales au Liban. Aujourd'hui, la Syrie, à son tour, se sent menacée par ceux qui veulent créer au Liban un État libanais islamique. D'ultimes négociations Damas-Téhéran n'auront pu empêcher les 23 morts d'hier, un pourrissement de la situation qui complique encore le sort des 26 otages occidentaux. Monsieur le ministre, bonsoir. Il y a quelques jours, le gouvernement français et le président de la République saluaient la légalité en M. Amin Gemayel, le président du Liban. Et puis les Syriens, 7000 soldats syriens dans Beyrouth. Alors quelle est maintenant la position de la France? Comment réagissez-vous? C'était tout à fait normal que nous recevions le président Gemayel et que nous saluions la légalité, puisque nous avons une politique constante qui est de soutien à la souveraineté, à l'unité, à l'intégrité du Liban. Ces mots peuvent paraître paradoxaux dans la situation actuelle, mais c'est une ligne politique tout à fait normale. Il s'agit de sauver le Liban à long terme, de le maintenir, et c'est tout à fait normal. L'intervention syrienne massive à Beyrouth-Ouest est un événement important, en effet, qui a eu lieu sans accord du président Gemayel, qui l'a considéré comme illégal, mais les Syriens sont présents au Liban depuis longtemps, depuis 1976, n'est-ce pas? Depuis 1976, vous avez été appelés par les chrétiens
pour mettre fin à des combats. Alors il y avait ces jours-ci des combats dramatiques, avec plus de 200 morts, et c'était la suite de ces combats que les Syriens sont intervenus massivement à Beyrouth-Ouest, mais ils étaient déjà à Beyrouth, n'est-ce pas? Mais alors vous semblez justifier l'intervention syrienne? Je ne justifie pas, je la replace dans un contexte, n'est-ce pas, qui est celui d'un Liban où sont présentes de nombreuses forces extérieures, qui expliquent d'ailleurs la situation libanaise. Les Français peuvent se demander pourquoi les Libanais se déchirent à ce point. Il faut savoir que ce qui est fondamental, c'est que vous avez là les Syriens au Liban, vous avez des Palestiniens, vous avez les Israéliens, et depuis peu de temps, vous avez la présence de l'Iran. Toutes ces forces extérieures empêchent les forces légales et les différentes composantes libanaises de s'entendre entre elles. Alors, ce qui est souhaitable, et ce qui reste souhaitable, même si ça semble utopique pour le moment, c'est d'espérer que le rétablissement de la paix, qui peut être provisoire, débouche sur une solution politique plus durable et qui mette en jeu toutes les forces libanaises. Une solution politique qui passera nécessairement par la Syrie? La Syrie aura son mot à dire, bien entendu, dans cet accord, puisque la Syrie est présente d'ailleurs par chiites interposés. Les chiites d'Amal, qui sont des Libanais, sont sous obédience syrienne. Et vous avez une partie de ces chiites qui sont sous obédience iranienne. Tout ceci a l'air très compliqué, mais c'est la réalité. La France ne demande pas le retrait des troupes syriennes. La France demande sa position habituelle et normale est l'unité, l'intégrité, la souveraineté du Liban. Ce qui veut dire que le Liban soit aux Libanais eux-mêmes. Mais pour le moment, il est bien évident que cette solution est impossible. Et pourquoi d'ailleurs? Vous avez toutes ces présences multiples extérieures qui expliquent l'anarchie libanaise. Ça vient de l'absence de solution des problèmes fondamentaux du Proche-Orient. C'est bien parce qu'il y a un problème israélo-arabe qui depuis plus de 20 ans n'est pas résolu que vous avez des Palestiniens, que vous avez des luttes entre les Syriens et certains Palestiniens, et que vous avez une instabilité au Liban. Tout se tient. Et finalement, cette anarchie incompréhensible a une rationalité. Et la rationalité, c'est l'absence de solution des problèmes fondamentaux. Vous avez deux problèmes fondamentaux pour le moment. C'est d'une part le conflit israélo-arabe qui n'est pas résolu et qui explique notamment les problèmes qu'ont les Palestiniens, et d'autre part la guerre Irak-Iran. Et tout ceci se répercute à travers le Liban. Et donc la politique française, elle est claire, et comme nous avons reçu le président Gemayel, elle était claire. C'est l'unité, la souveraineté, l'intégrité du Liban. Et ça c'est clair. Mais pour le moment, il faut bien être réaliste, et vous avez au Liban de nombreuses forces externes qui sont présentes, et ce qui est souhaitable, c'est que s'il y a une pause, cette pause se transforme en quelque chose de durable par une coopération politique de toutes les forces libanaises. Monsieur le ministre, pensez-vous que l'attitude syrienne, que la présence militaire syrienne mette en danger les otages occidentaux et notamment les otages français? Sur ce problème, je serai très prudent parce que les otages, d'abord, nous ne savons pas exactement où ils sont. Il est arrivé que les Français détenus au Liban soient dans des régions du Liban comme la Bekaa, qui est la plaine libanaise proche de la Syrie, soit dans une région où il y avait des troupes syriennes, et cependant nous n'avons pas obtenu la libération de ces otages. Par conséquent, je ne fais aucun pronostic. Sachez simplement que c'est une de nos préoccupations constantes, que nous sommes très actifs, et que bien entendu, surtout dans une situation aussi mobile, pour employer un adjectif un peu positif, dans une telle situation, nous intervenons auprès des gouvernements intéressés qui peuvent avoir une influence. Bien entendu, nous sommes en contact avec Damas comme avec Téhéran. Alors, une délégation iranienne vient de nouveau d'arriver à Paris pour tenter de régler de nouveau le contentieux franco-iranien. On a déjà versé 330 millions de dollars, si je ne me trompe. Oui. Est-ce que la France va bientôt rembourser encore une autre partie de sa dette? Les 330 millions de dollars, c'était un accord intérimaire, c'était une sorte d'avance sur le solde tel qu'on pouvait l'évaluer, le solde définitif d'une négociation qui est complexe, qui porte sur d'abord un prêt de plus d'1 milliard de dollars de l'Iran à la France. Cette négociation continue, la mission qui est là répond à des missions françaises qui se sont rendues à Téhéran. C'est une affaire très complexe que l'on traite sérieusement, les Iraniens comme nous, et qui fait partie du processus de normalisation, qui n'est pas directement relié à l'affaire des otages, mais qui s'inscrit dans ce processus de normalisation. Mais il n'est pas question d'avoir un nouvel accord intérimaire et de verser
ensuite une seconde somme, tant que l'ensemble, c'est d'ailleurs une affaire complexe, vous savez, il y a des problèmes privés, il y a des sociétés privées, tout ça c'est un problème assez complexe et qui est forcément long. Merci M. Jean-Bernard Raymond d'avoir été notre invité. Publication d'un sondage qui va vous intéresser, un sondage que publiera vendredi dans l'hebdomadaire VSD. Un sondage avec des résultats tout à fait surprenants. Ipsos a questionné les Français sur les couples Gorbatchev et Reagan. C'est M. Gorbatchev qui l'emporte avec 59% des personnes interrogées ayant une bonne image de lui. M. Reagan ne recueille que 56%. Mais pour les femmes, c'est Nancy Reagan qui bat Raïssa Gorbatchev. L'ambassadeur d'Afrique du Sud, reçu cet après-midi par le secrétaire d'État aux droits de l'homme, il s'agissait d'évoquer le sort de Pierre-André Albertini, détenu dans ce pays depuis le 23 octobre dernier. Les parents de Pierre-André Albertini sont bloqués à l'aéroport de Johannesburg, on les voit ici depuis 4 jours. Ils n'ont pas de visa d'entrée et ils n'ont plus guère d'espoir d'être autorisés à rencontrer leur fils, bien qu'aucune charge ne pèse sur lui jusqu'à présent. On le garde pour témoigner dans un procès adjacent. Pour les 4 responsables d'Action Directe, Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, Joël Aubron et Georges Cipriani, le délai légal de garde à vue s'achevait à 20 h ce soir. Ils ont été interrogés par les policiers au Quai des Orfèvres pendant 4 jours. Ce soir, ils devraient être inculpés. Malgré la masse importante de documents et d'indices, ainsi que de témoignages recueillis par les enquêteurs, il reste quelques questions sans réponse. Ainsi, Patrice Pelé et Jean Cornu, pour Antenne 2, ont retrouvé le propriétaire de la ferme de Vitry-aux-Loges où résidait le groupe d'Action Directe. Celui-ci s'explique et explique les conditions de la location, mais affirme ne pas reconnaître Rouillant ou Cipriani dans l'homme qu'il a rencontré il y a 3 ans. Pierre de Voissou passe ses vacances à Chamonix. Il y a 3 jours, il regarde les informations et là, stupéfaction, il reconnaît sa ferme. Ce bâtiment, il l'avait mis en location voilà 2 ans et demi. Ce qu'il ignore à cette époque, c'est que les futurs locataires seront tous d'Action Directe. C'est un certain Éric Delouel qui se présente à lui. Nous sommes en octobre 84. Monsieur Deroual est un homme qui avait l'air extrêmement sympathique, très réservé, même timide. D'ailleurs, lui-même m'a dit, je suis un monsieur timide. Il m'a dit, je suis belge. Est-ce que ces photos vous rappellent le visage de monsieur Deroual que vous avez permettez? Oh, pas du tout. Ni Jean-Marc Rouillant? Non, ni Jean-Marc Rouillant. Ni Cipriani? Ni Cipriani. Donc celui qui vous a loué la ferme n'est pas un de ces 2 hommes? N'est pas un de ces 2 hommes. Ainsi, il y avait bien un 3e homme, peut-être lui aussi, dans la mouvance d'Action Directe. Il a bien loué la ferme, mais son travail ne s'est pas arrêté là. Il s'est occupé de tout. Le téléphone aussi est à son nom, même chose pour la facture d'eau, à cette différence près. Ici, on peut lire le nom de monsieur Ordeuil, tout simplement l'anagramme de Dorwell, on l'a vu hier. Il m'a dit qu'il était chargé par le gouvernement de faire des études en accord avec ce qui s'était passé en Allemagne, des études qui étaient faites en Allemagne. Je pense que c'était concernant le travail des adultes, mais j'en sais guère plus. Après avoir signé le bail, Pierre de Voissou n'a jamais revu Éric Derouel. Quelque temps plus tard, Ménigon, Rouillant et les autres s'installaient, 2 ans et demi à la campagne, et puis samedi, la police. 3e audience du procès de Georges Ibrahim Abdallah. Le défenseur met en cause le président de la République. L'avocat de la partie civile sort un document impliquant Abdallah dans une autre affaire. Et puis un témoin, membre de la DST, parle de l'accusé comme d'un petit chef, mais certainement pas comme le patron des fractions armées révolutionnaires libanaises. Ces éléments pourraient modifier le cours du procès, qui se déroule toujours en l'absence de Georges Ibrahim Abdallah. Compte rendu d'audience, Paul Lefebvre. La première surprise aujourd'hui est venue d'un homme bien élevé et calme, par ailleurs numéro 2 de la DST. C'est M. Nart, contrôleur général. Ce n'est pas n'importe qui. Il dit, il y a 3000 Abdallah dans nos fichiers. Entre 82 et 84, ce que nous savions sur les Farles ne nous est pas apparu suffisamment fiable pour le communiquer à la brigade criminelle, qui par ailleurs cherchait l'assassin du colonel Ray. Là, franchement, il surprend M. Nart et il étonne quelques instants plus tard en ajoutant « Oh, vous savez, Abdallah, Abdallah, ce n'est qu'un petit chef, un animateur, et les Farles, un sous-produit du FPLP de Georges Habache. » En somme, un petit caporal, Abdallah, alors que tout le monde le croyait général. Tout le monde, y compris l'avocat général Becklin, qui fait un bond en sursautant et en s'écriant « Enfin, vous ai-je bien compris ?» Et oui, la DST baisse d'un cran une sorte de profil bas dont on peut tirer quelques hypothèses. Par exemple, un verdict qui ne ferait pas exploser des bombes dans Paris. Là-dessus, une seconde surprise. George Kitchman, avocat des diplomates américains, sort une pièce et dit «
Voici la première revendication des FARL en 1981, après l'attentat contre M. Chapman, le numéro 2 de l'ambassade américaine à Paris. Peut-on savoir si c'est l'écriture d'Abdallah? Là, c'est M. Vergès qui sursaute, car l'avocat d'Abdallah comprend tout de suite le danger pour son client. Si Abdallah a écrit cette revendication, il est complice des FARL, il est complice de l'attentat Chapman, bref, il est verrouillé dans cette procédure et il est verrouillé dans l'autre. Et la Cour estime soudain que cela n'a pas d'intérêt. Troisième surprise, alors on continue. 4 millions de dollars, c'est le prix de vente d'un tableau du peintre français Jacques-Louis David. C'est une œuvre réalisée en 1818 intitulée Les adieux de Télémaque et Eucharis, 4 millions de dollars. La vente aux enchères a eu lieu hier à New York. C'est le prix le plus élevé atteint pour une toile de David. La peinture nourrit son homme, on ne peut prétendre le contraire, démontrent maintenant Pierre Champetier et Jean-Louis Bousser, chroniqueurs gastronomiques pour l'occasion. Une peinture qui réjouit l'œil et qui cale l'estomac, comme celle du peintre flamand Beuclair, proposée par le musée de Gand, en Belgique. L'étape mérite le détour, comme dit le guide. Donc nous allons prendre des choux verts, des carottes, je crois des oignons. Là en bas, il y a des navets. Ah oui. Ça a l'air d'être tout frais pour le moment, les légumes. Oui, oui, ils sont beaux. Puis on prend maintenant ici les choux blancs. Oui. Puis on a tous les légumes pour le potage. Et on fait une petite sauce pour le cabillaud. Qui savait que la peinture, la bonne, déclenche le réflexe de Pavlov? Imaginez les premiers visiteurs de l'exposition Beuclair devant toutes ces bonnes choses. Ils avaient l'eau à la bouche, des crampes à l'estomac, ils étaient frustrés. Heureusement, les cuisiniers gantois sont intervenus, avec, pendant la durée de l'exposition, un menu spécial, un menu Beuclair, c'est-à-dire des recettes du XVIe siècle, l'époque du peintre, et des plats cuisinés à partir des seuls produits représentés sur les tableaux. Le résultat est atteint, les amateurs peuvent maintenant apaiser leur faim, tout en affinant leur goût. Et voici le miracle. Les vieux rêves flamands de ripaille sortent des toiles pour prendre corps dans les casseroles. Maintenant, le moment décisif, je vais enfin savoir ce que vaut ce peintre. Très bon, excellent. Mais dites-moi, vous ne m'aviez pas dit également qu'il y avait des allusions érotiques chez Beuclair? Absolument, c'est vrai, et ça explique pourquoi Beuclair a tant de succès. Chez lui, les choux-fleurs, les carottes, les oignons, tout a une signification érotique ou sexuelle selon le contexte. C'est une peinture qui excite tous les appétits, esthétiques, gastronomiques. Oui, Beuclair est ce qu'on appelle un bon vivant. Ne répondons pas à toutes les tentations du peintre. Il faut savoir regarder un Beuclair jusqu'au bout. Interpréter ces petites scènes religieuses qui, du fond du tableau, nous murmurent des reproches. Elles nous disent qu'on ne peut tout miser sur les nourritures terrestres et qu'un trop bon repas est un étouffe chrétien. Les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet de demain sur l'hippodrome de Vincennes dans le prix du Cantal, si vous voulez bien noter. Pierrette vous propose de jouer Polka Dop le 19, Permadour Jed le 17, Potin le 6, Picarella le 20, Pagot le 8, Paysan des Salines le 7, Péricole le 13 et Plume au vent le 14. Il y aura du vent demain? Il y aura un petit peu de vent, mais demain nous aurons surtout le ciel sur la tête, un ciel bas qui va tomber avec la même force que la pluie. Regardez la photo satellite prise cet après-midi par Météosat, une magnifique dépression. Cette dépression, elle va continuer à avancer un petit peu vers l'est, elle va recouvrir demain une grande partie de la France. Nous avons donc une carte du temps prévu extrêmement nuageuse, mais il y a quand même quelques petites éclaircies. Bon, des nuages partout, ça c'est la règle de base, de la pluie sur toute la moitié sud, et puis quelques éclaircies le long des frontières belges, luxembourgeoises et allemandes, quelques éclaircies qui redeviendront l'après-midi de la Bretagne à l'Aquitaine. Les températures sont à peu près stationnaires, ou très légères hausses, de 3 à 4, 5, 7, jusqu'à 8 degrés sur la moitié nord, et de 7 à 8 dans le massif central, jusqu'à 14 degrés. 14 degrés, c'est à Biarritz. Biarritz qui sera donc la ville la plus douce. On termine avec notre agenda. Demain sera le jeudi
jeudi 26 février. Le soleil se lèvera à 7h41, se couchera à 18h27. 4 minutes de soleil en plus, nous fêterons Nestor demain. D'accord. À 23h30, Philippe Arouard vous proposera le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2. À demain 20h. Bonsoir. Merci.